Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour du cabinet des curiosités. Alors moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de partager un petit peu de ma passion. Donc le cabinet des curiosités c'est une... Ah, comment ça se définit ça pour que j'évite de faire des bêtises? Oui, le cabinet des curiosités c'est une sorte de collection d'histoires présentée par Guillermo del Toro. Le grand Guillermo del Toro. Oui, j'ai le grand parce que Guillermo del Toro, ce n'est pas n'importe qui hein, dans le domaine du fantastique et de l'horreur. Oui, j'ai collection, je pourrais peut-être dire aussi anthologie. Ah, il fut un temps où on disait anthologie pour ce genre de série. Oui, parce que moi, quand j'ai vu le cabinet des curiosités, qui est donc une série en streaming sur Netflix, j'ai tout de suite pensé, ah tiens, Guillermo del Toro fait son petit conte de la crypte. Oui, les contes de la crypte pour les plus jeunes, c'est ça. Oui, donc le cabinet des curiosités, c'est donc une série de 8 volets, 8 épisodes, d'à peu près 50 minutes chacun, je dirais. Ouais, ça n'excède pas 50 minutes, ça n'excède pas une heure. Ah, et que dire, que dire. Alors, petit avertissement, c'est inégal, comme toute anthologie, parce que dans les 8 volets, il y a 8 sortes de récits différents qui abordent un genre de façon différente. Je veux dire par là, c'est qu'on trouve un petit peu de tout, hein. On trouve un petit peu du récit horrifique old school, on trouve des adaptations littérales de Lovecraft, on trouve de la fable sociale un petit peu, on trouve de la science-fiction un petit peu hermétique. Oui, ce que je dis adaptation littérale, parce que ça sent fort l'influence H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Et en faisant des petites peu de recherche, je me suis rendu compte que, ah ouais, mais il y a deux volets qui sont réellement des adaptations de Lovecraft. Ouais, je pense au modèle qui est une adaptation du modèle de Pickman de H.P. Lovecraft et Cauchemar le Passage qui est une adaptation de La Maison de la Sorcière. Du coup, je me dis que c'était vraiment pas une fausse impression de ma part parce que j'avais lu pas mal de H.P. Lovecraft quand j'étais à la fac. Et évidemment, toute l'ambiance, tous les tournures d'histoire, ça me disait quelque chose. Je me disais, tiens, c'est marrant, mais je crois avoir déjà lu ça quelque part. Et bim, voilà, en faisant des recherches, ah bah c'est pas étonnant, j'ai juste raté adaptation de. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Howard Philip Lovecraft, bah disons que c'est un auteur de science-fiction, fantastique, horreur bah, du siècle dernier. C'est une des sources d'inspiration régulières de Del Toro, donc c'est pas étonnant qu'il profite de l'occasion pour lui rendre un énième hommage. L'air de rien, ça fait 90 ans pile poil. Il est mort en 1937. On est en 2024. Ouais, ouais, 90 ans, siècle dernier, c'est tout à fait juste. C'est un auteur dont l'influence se fait encore ressentir encore maintenant. C'est à lui que l'on doit l'inspiration pour Carpenter, pour la trilogie dite de l'Apocalypse. The Thing, c'est carrément une adaptation plus ou moins non officielle de la... Alors c'est quoi déjà? C'est Le Montagnard halluciné. Il me semble que Prince des Ténèbres aussi, je crois que c'était une adaptation non officielle des Rats sous les murs, un truc dans ce style. J'ai plus trop les titres en tête. Il y a aussi Sam Raimi avec le Necronomicon de Evil Dead. Parce que les Necronomicons, c'est une invention de Howard Philip Lovecraft. Enfin, une invention, je crois que c'est pas de lui qui... En tout cas, c'est lui qui est à l'origine de cette légende urbaine, je dirais. Oui, pour moi, c'est une légende urbaine. Il n'y a pas de livre qui ressuscite les morts. C'est une grosse inspiration, Stephen King aussi, parce que Stephen King, il me semble que son style doit beaucoup à Howard Philip Lovecraft. Son style de comment il décrit euh, les situations pour amener le fantastique dans le réel, ça vient de Howard Philip Lovecraft. Sauf que Stephen King a un style plus contemporain. Le monde qu'il décrit est le monde contemporain. Alors que Howard Philip Lovecraft, il décrit la société de son temps. Toute la différence est là. Et si je parle de Stephen King là, c'est que un des volets, enfin un des segments qui s'appelle donc Rats de cimetière, m'a fait penser à une nouvelle de Stephen King qui était dans Minuit 2 ou Minuit 4 et qui a été adaptée au cinéma sous le titre La créature du cimetière. Alors, enfin, quand j'ai adapté au cinéma, je crois que c'était à l'époque où le monde de téléfilm se retrouvait dans la salle de cinéma. Je ne sais pas si c'est un direct au VHS, mais il me semble que, disons que le film a fait de l'œil à l'époque à la VHS en vidéoclub, mais je ne sais pas s'il est vraiment passé au cinoche. Donc ça s'appelle La créature du cimetière. Si je préfère un angle global pour chroniquer cette série-là, c'est pour éviter d'entrer trop dans les détails. Parce que c'est inégal. Oui, parce que chaque segment, en fait, a ses propres caractéristiques. Parce que la fable sociale avec Kate Mukaki, je me demande bien qu'est-ce qu'elle fout dans dans cette série. Mais en même temps, le style de narration, avec son rapport au corps et son rapport à la société, à l'image que l'on a, entre son corps et puis l'image que l'on renvoie, il y a une certaine critique de la folie individuelle par rapport au lien social qui nous entoure. Je suis nébuleux, mais
c'est ce que m'inspire ce segment, ben, ça rentre bien, l'air de rien, dans la description de la folie dépeinte dans H.P. Lovecraft. Oui, parce que Howard Philip Lovecraft se distinguait des autres auteurs, c'est là où on voit l'influence de Stephen King, on voit d'où puise l'influence de Stephen King, c'est que Howard Philip Lovecraft dépeignait des personnages qui se questionnaient sur est-ce que je suis fou ou pas. Alors, d'un côté, on voyait donc des personnages qui se demandaient si tel autre était entré dans la folie, mais aussi des personnages qui se demandaient eux-mêmes s'ils étaient fous. Et c'est là où cette fable sociale dont je parlais avec Ken Kaki entre tout à fait dans la catégorie des récits qu'aurait pu imaginer Howard Lovecraft s'il était de cette époque-là. Mais là, je parle du segment de la prison des apparences, hein, si vous avez les refs. Quant au récit de science-fiction un petit peu hermétique, un petit peu atmosphérique, moi ça m'a fait penser à Prometheus Covenant, les deux films de Ridley Scott que moi je peux pas blairer, j'ai vraiment pas accroché, je les range dans la catégorie navet, je préfère avoir des réserves sur mon jugement à ce sujet parce que je me suis rendu compte que ça divisait pas mal. Il y en avait qui étaient fans accros, mais genre pour eux c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction, moi je fais partie des gens qui ont été totalement hermétiques, moi à la sortie de la salle je me suis senti arnaqué, mais vraiment. Mais voilà, il y a des fans, il y en a qui défendent ces films-là encore maintenant. Donc le segment s'appelle l'exposition The Viewing, je crois, si mon accent est bon. Alors parce que là on parle d'une exposition, on parle d'un homme riche qui fait une exposition, qui invite des clients, enfin qui invite des amis, des visiteurs. J'ai pas très bien compris là, qui invite des personnes à voir son exposition et cette exposition, il y a du malaise qui s'installe, mais j'ai adoré la qualité de la photographie, j'adorais ça. C'est pour ça que toute l'ambiance de cet épisode-là, ça m'a fait penser à du Prometheus Covenant. C'est pour ça que j'ai grillé un petit peu le twist. Je ne vous dirai pas le twist, mais c'est pour ça que j'ai grillé un petit peu quelques retournements de situation. Ouais, j'ai l'impression que je le vends mal alors que c'est l'un de mes préférés. C'est pour ça que j'évite de faire un avis point par point, de critiquer chaque épisode indépendamment, parce que faut le voir en entier. Parce qu'il y a un enthousiasme global hein, qui émane de cette anthologie. Même si les récits sont très différents les uns les autres, il y en a deux ou trois, comme je vous l'ai expliqué, on se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire là. Mais en même temps, ces récits, même s'ils sont pas homogènes, parce qu'au contraire, c'est l'hétéroclité, le fait qu'ils soient différents les uns des autres, hétéroclite. Enfin bref, il y a des rouages de récits que l'on retrouve en commun chez H.P. Lovecraft, donc du coup, qui justifient leur présence là. On le retrouve dans la présence de Baba le cinéaste, présence de Guillermo Navarro en tant que réal. Alors Guillermo Navarro, je crois que c'est le directeur de la photographie des deux premiers Hellboy, et d'autres. Enfin, c'est un directeur de photographie habituel, récurrent de Del Toro. Il y a Vince Donatali. Vince Donatali, moi je le connais de. Alors c'est Splice, je crois. Surtout Cube. Et un autre, c'est Cipher. Et aussi Katharina Hardwhite, Kirk White. Katharina Hardwhite, que je suis surpris de voir là, parce que c'est à elle que l'on doit Twilight 1, qui pour moi qui est pas une référence, mais quand je la vois là, je me dis ah mais finalement elle a été prise à la commande sur Twilight, mais elle a un grand bagage derrière elle, ce qui fait qu'on le retrouve dans ce cinéma-là, ce qui fait qu'on la retrouve ici. Enfin bref, pour ça vous dire que le cabinet des curiosités, qui est sur Netflix, alors c'est une saison 1, je crois pas qu'il y ait de saison 2, je crois pas que c'était renouvelé, parce que moi j'ai vraiment accroché, j'étais surpris d'accrocher en fait, parce que pour moi c'était une grande surprise, parce que Guillermo del Toro, je ne vous cacherai pas que j'ai décroché depuis pas mal de temps. Guillermo del Toro, il a fait aussi The Strain, qui était pour moi une grosse exception, parce que très bon démarrage, mais après ça s'étiole au fur et à mesure. C'est pour ça que le cabinet des curiosités, pour moi je m'attendais à être déçu encore, parce que ça fait genre une dizaine d'années. Enfin, moi, je l'ai lâché il y a plus de 10 ans. Le dernier film qui m'a plu, lui, c'était Pacific Rim, qui m'avait convaincu, mais pas au point de dire que c'était un chef-d'œuvre, comme j'ai vu beaucoup le dire à une avant-première presse. Après, il a fait un truc il y a 10 ans qui s'appelle Crimson Peak, je crois, Crimson Peak, avec Tom Hiddleston, le Loki de Marvel. Et ça j'avais pas accroché du tout, mais vraiment pas du tout. Pour moi, il était juste en fin de carrière et il se contentait seulement de faire plaisir à ses fans, ce qui est une bonne chose pour un réal. Mais alors, du coup, j'avais l'impression de bon, bah c'est bon, il a fait le tour, j'ai fait le tour du bonhomme, il a plus rien à raconter, il est parti dans un trip qui n'est pas le mien. De ma surprise de ah bah j'ai accroché, c'est vraiment pas mal en fait. Donc voilà, ça s'appelle le cabinet des curiosités, c'est créé par Guillermo del Toro, c'est sur Netflix, ça fait 8 segments, 8 épisodes, 8 segments. Il y a de tout dedans, il y a de tout dedans. C'est vraiment du récit horrifique, fable sociale,
un petit peu de science-fiction, il y a tout dedans. Un petit peu comme on trouve chez chaque auteur en fait. Lovecraft a fait aussi pareil, Stephen King aussi c'est pareil, mais il commence à faire un petit peu du thriller, mais avec les accents fantastiques. Je parle de Stephen King parce que il a conservé un petit peu de sa plume à la Lovecraft. Voilà, donc ça s'appelle Le Cabinet des Curiosités, c'est créé par Del Toro. Pour moi, il s'est fait plaisir, donc si vous aimez tout ce qui est horreur, tout ce qui est fantastique, un brin SF, il ne faut pas exagérer, quoique si, il y a quand même 2-3 segments qui sont largement inspirés de la science-fiction, mais à la mode Lovecraft, c'est-à-dire à la mode de l'ancien temps, à la mode de comment raconter une histoire extraterrestre, mais alors que les voyages spatiaux n'ont pas encore lieu, parce que là on parle quand même d'un mec qui est mort en 1936, hein, ou 37, je sais plus, enfin qui est mort le siècle dernier. C'est 40 ans avant le premier vol dans les étoiles. Encore que il a fait partie du... Ouais, il avait... Lovecraft a écrit dans la revue du Weird Fantasy, il me semble, où il y avait Edgar Rice Burroughs, où Edgar Rice Burroughs avait créé le personnage John Carter. Donc c'était pas non plus étranger à lui. Mais c'est vraiment cette époque-là où la science-fiction n'était pas... on devait faire de la science-fiction et écrire des récits avec des extraterrestres sur Terre. C'est cette science-fiction-là. Donc voilà. Donc ce sera tout pour moi sur la communauté des curiosités, que je vous recommande fortement du coup. Donc, chose tout le monde, à la semaine prochaine.